Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée de consultation publique à l'Hôtel de Ville de la Ville de Laval. Je m'appelle Yannick Langlois, je suis conseiller municipal du district de Laurier-des-Bois. Et ce soir, nous allons avoir des dossiers qui vous sont présentés. Et surtout, je vous remercie de votre présence et de votre désir de participer à la construction de l'avenir de la Ville de Laval. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter ma collègue, Mme Flavia Novak, qui est conseillère de Sainte-Rose. Et aussi, je voudrais vous présenter les professionnels du service de l'urbanisme qui sont ici pour vous écouter et pour répondre à vos questions. Il s'agit de M. Mathieu Roy, M. Philippe et M. Racine. Ce soir, nous allons avoir l'opportunité de discuter de sujets qui vous concernent directement dans votre quotidien. La consultation publique est un moment clé pour vous permettre de recueillir vos opinions, vos préoccupations, vos suggestions, afin que nous puissions, ensemble, prendre les meilleures décisions. Aucune décision ne sera prise ce soir. Nous sommes ici pour vous entendre. Je vous invite grandement à participer à cette soirée de consultation. Nous allons avoir deux projets ce soir. Un premier projet concernant un projet d'aménagement d'urbanisme sur la rue Giguère et un second projet pour un changement de zonage dans un bâtiment de la 440. Donc, ce soir, nous allons échanger de manière constructive et travailler ensemble pour améliorer Laval. Je vous encourage encore à participer autant en ligne que dans la salle. Et je vous remercie encore de votre présence et de votre engagement. Je suis impatient de vous entendre, évidemment. Et puis, je vous explique le fonctionnement de la soirée. Nous allons présenter chacun des dossiers un après l'autre. Et après ça, il va y avoir une période de questions où je vais vous inviter à prendre la parole au micro ou en ligne. Ceux qui sont en ligne, vous allez pouvoir lever la main et puis on va, à tour de rôle, vous ouvrir le micro. Je vous souhaite une excellente soirée de consultation. Merci. Alors, merci, bonne soirée à tout le monde. Alors, je vais vous présenter le premier projet, celui qui se trouve sur la rue Giguère. Alors, cette demande-là, c'est une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qu'on appelle communément le PPCMOI. Et cette demande-là concerne un projet sur la rue Giguère. Et ce projet-là se trouve, en fait, aux limites de Sainte-Rose, là, à proximité du boulevard Mattawa. Ici, on voit en fait le boulevard Mattawa en bas de l'écran, le parc Notre-Dame, et on voit les terrains concernés là, avec le pointillé jaune. Donc, les propriétés qui sont concernées, on les voit ici, soit le 14 et le 16 rue Giguère et le 20 rue Giguère. Donc, ici, on voit aussi les triplex qui sont déjà présents sur la rue Giguère, qui sont vis-à-vis, en fait, là, les terrains concernés. Puis, on a d'autres propriétés qui se trouvent de part et d'autre des terrains. Donc, le projet du requérant, c'est de démolir, en fait, ces trois propriétés-là, qui sont avec les étoiles ici sur l'image, et de construire à la place 3 habitations trifamiliales. On voit ici sur les plans, le lotissement ici est un peu particulier. Si vous regardez les limites de terrain, c'est des terrains qui sont de forme vraiment différentes. Il y en a un qui est très grand, un qui est très étroit. C'est que le requérant dans ce projet-là ne peut pas modifier les limites de terrain. Ça, je vais y revenir un peu plus tard pour vous en parler. Mais on voit ici les 3 triplex, dont 2 qui sont un peu plus de forme classique, si on veut, puis un troisième qui est placé comme en billet, si on veut, parce que le terrain est très peu profond pour celui-là. Et bon, voici, on voit les élévations. Donc, vu qu'on est dans un secteur, ces terrains-là sont visés par une zone inondable. Donc, ici, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on n'a pas de sous-sol. On est directement au niveau du terrain, avec un 3 étages, 3 logements par unité, par bâtiment, en fait. Donc, ici, on a le mur latéral et les modèles qui seraient construits là, avec les matériaux et tout. Donc, pourquoi il y a une demande de PPCMOI alors que de l'autre côté de la rue, il y a déjà des triplex? Bien, c'est parce que le zonage dans ce secteur-là est différent selon le côté de la rue où on se trouve. Du côté où les terrains que je vous ai montrés se sont situés,
Seulement les habitations unifamiliales sont actuellement autorisées. Les hauteurs aussi, actuellement les hauteurs maximales qu'on peut atteindre, c'est 2 étages et 9 mètres au plus haut. Et aussi des normes de végétalisation, ça c'est un détail mineur, là, mais qui demande un minimum de 40 %. Puis pour un des terrains, à cause de l'étroitesse du terrain, comme vous avez vu précédemment, ça fait en sorte que c'est difficile d'atteindre ce pourcentage-là. Donc, à cause de ces éléments-là, on doit déposer une demande de PPCMOI pour donner les dérogations nécessaires pour que le projet puisse être réalisé. Donc, dans notre analyse, je vais d'abord vous relever comme certains faits importants concernant ces propriétés-là. Ce sont des terrains qui sont dans la zone inondable selon le gouvernement provincial, selon le régime actuel là, du régime transitoire qui est en vigueur, puis potentiellement le futur régime qui s'en vient, là, qui est en train que le gouvernement travaille présentement. Ces terrains-là sont dans la zone inondable malgré le fait qu'ils n'ont pas été inondés en 2017 ni en 2019, là, selon les photos aériennes qu'on a de ce secteur-là. Ce qui fait en sorte que le promoteur doit respecter plusieurs normes en fait de ce régime-là qui font en sorte que les terrains ne peuvent pas être modifiés, ils doivent conserver les limites de terrain actuelles, d'où la raison pourquoi les terrains, il y en a un qui est très grand, l'autre très petit. C'est vraiment du fait de ces normes-là qui empêchent de faire. Et aussi par rapport au stationnement, les superficies imperméables, donc stationnement et tout, c'est très limité. Donc c'est pour ça que les terrains vont rester très végétalisés parce que dans ce régime-là, c'est requis d'avoir des surfaces végétalisées en très grande majorité. Donc, c'est pour ça que le projet est fait ainsi. Et voilà, je vais passer à la prochaine diapositive. Par rapport à notre analyse, donc, côté planification du territoire, c'est sûr qu'on est dans un secteur, sur la rue Giguère, vous l'avez vu, déjà des triplex, duplex. Donc, c'est sûr que c'était peut-être... qu'on est de l'autre côté de la rue, ça faisait quand même un sens de ce côté-là. Aussi, c'est un projet qui comporte des logements qui s'adresse plus aux familles parce que c'est des 4,5, des 5,5. Donc, c'est intéressant de ce côté-là en sachant qu'il y a quand même une demande pour le logement par les temps qui courent. Par rapport aux opportunités, il faut savoir que, je vous parlais du fait qu'il y avait un régime transitoire qui était applicable actuellement. Il y a le futur régime qui s'en vient. C'est pas encore déterminé la date précisément, là, mais sauf qu'il va s'en venir quand même sous peu. Et une fois qu'il va être en vigueur, il est possible que ce soit plus possible de reconstruire les terrains de cette façon-là avec des triplex. Donc, c'est un peu une opportunité de pouvoir le redévelopper maintenant parce que sinon, ça pourrait ne pas se faire. Et aussi, avec ce projet, ce qu'on trouve intéressant quand même, c'est que c'est quand même un projet qui permet de conserver la grande majorité de la végétalisation du fait notamment que le régime transitoire s'applique. Il y a des normes qui font en sorte qu'on n'a pas le choix de maintenir la grande majorité des aires végétalisées, donc aussi la plupart des arbres. Par rapport au milieu environnant, ce qu'il faut savoir, c'est que la piste cyclable qui est en arrière avec le boisier ne seront pas affectés du tout par ce projet-là. Par contre, au niveau du stationnement, je veux quand même vous noter qu'à cause des fameuses normes du régime transitoire, normalement, dans le règlement, on exige qu'il y ait une case par logement. Ici, on en propose 2 parce que si on en propose 3, ça occuperait trop d'espace sur le terrain, donc on n'atteindrait pas les normes du gouvernement provincial. Donc, voilà pour ça. Ici, c'est juste pour vous montrer le zonage applicable pour l'instant, pour que vous compreniez c'est quoi un peu la dynamique qui se fait sur la rue Giguère. Donc, du côté sud et du côté est de la rue, on voit que c'est la zone T3-4 qui autorise déjà les triplex. Et du côté nord et ouest, dans le fond, on a la zone T3-3 qui, elle, par contre, vient autoriser uniquement l'unifamilial. Dans le fond, c'est quand on a fait le zonage, on est venu reconnaître ce qui était déjà là. On n'a pas fait un zonage qui permet les triplex sur toute la rue présentement. Et ici, vous avez les normes auxquelles il faudrait déroger pour permettre le projet. Donc, je vous l'ai déjà un peu parlé, mais essentiellement, ça va être de permettre les triplex, autant en termes de densité sur le territoire que par rapport à la structure. Donc, il faut modifier la norme pour permettre... Avant, on permettait juste de l'unifamilial. Maintenant, ce serait de l'habitation bi- et trifamiliale également. Les nombres d'étages aussi qui seraient modifiés. Actuellement, c'est 2 maximum. On passerait à 3. Par rapport à la hauteur maximale, actuellement, c'est 9 mètres qui est le maximum de hauteur pour un bâtiment. Et ça devrait passer à 12 mètres pour pouvoir permettre le 3 étages, au fond. Par rapport à la norme de végétalisation, pour le seul terrain qui est très étroit, on la réduirait présentement, c'est 40 % de la cour avant qui doit être végétalisée. Là, ça baisserait à 37 à cause de la particularité du terrain. Et par rapport à la densité, là, j'ai déjà dit, dans le fond, pour la densité d'occupation qui passerait de 1 logement de 2 à 3 aussi.
Puis de notre côté, étant donné qu'il y a le bâtiment qui est placé un peu de façon particulière sur le côté, on voulait s'assurer que ce côté-là ressemble à une façade avant et non à un mur latéral. Donc, on propose, nous, à l'urbanisme, d'exiger qu'au moins 10 % de la façade soit composée d'ouvertures, donc de fenêtres, de portes, et que les garages qui sont proposés soient reculés d'1,5 m pour éviter un peu l'effet d'avoir un très long mur là, sur le long de la voie publique. Donc ça met fin à la présentation du projet. Par rapport aux prochaines étapes maintenant, ce qui s'en vient pour ce dossier-ci. Donc actuellement, on est en consultation publique. Pour les 15 prochains jours qui vont suivre, on va passer à une phase de consultation écrite, ce qui signifie que vous allez pouvoir déposer vos commentaires, vos préoccupations là, à l'urbanisme. Nous, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous ces commentaires-là, on va faire un rapport qu'on va transmettre aux élus. Et eux, ils vont pouvoir prendre la décision, est-ce que le projet va de l'avant ou non. Si le projet va de l'avant, donc il y a l'adoption du second projet de résolution, qui est comme la prochaine étape, si on veut. Après ça, la Ville va publier le rapport de consultation et la décision du comité exécutif par rapport à ce dossier-là. Et ensuite de ça, vers la fin mai, début juin, bon, il y aurait l'adoption finale de la résolution. Et en même temps, c'est là que pourrait s'enclencher le processus d'approbation référendaire. Par rapport à la consultation écrite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enregistrement de la consultation virtuelle de la rencontre de ce soir va être disponible sur le site de la Ville. Si vous tapez « Assemblée publique » sur le site de la Ville, vous allez trouver les informations par rapport à ça. Les documents vont aussi s'y trouver, donc le projet de résolution, le plan que je vais vous montrer bientôt, là aussi, là, vous allez pouvoir le consulter. Et il y a l'adresse courriel qui va se trouver là aussi, à partir duquel vous allez pouvoir déposer vos commentaires. Par rapport à une demande d'approbation référendaire, je vais essayer de simplifier le plus possible c'est quoi la démarche, parce que c'est une démarche assez complexe. Mais essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous désirez vous opposer au projet, il faut déposer une demande d'approbation référendaire et ça doit porter sur un des sujets qui est opposable, en fond, si on veut. Donc, dans ce cas-ci, dans le cas de ce projet-ci, c'est le fait d'autoriser des habitations de 2 à 3 logements. C'est le fait d'augmenter le nombre d'étages et d'augmenter la hauteur. Donc, par rapport à ça, vous pouvez déposer une demande d'approbation référendaire qui demande en fait, pour vous opposer à ces dispositions-là. Aussi, là, ici, c'est très résumé, mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous déposez une demande de participation référendaire. S'il y a assez de signatures par rapport à ça, on passe à une tenue la Ville va tenir un registre. S'il y a une tenue de registre et qu'il y a assez de signatures, on passe après ça au scrutin référendaire qui est dans le fond l'étape finale. Puis ça aussi, s'il y a le nombre suffisant de signatures, à ce moment-là, ces fameuses dispositions-là que je vous parlais, ils vont devront être annulées. Ici, je sais que c'est petit sur l'écran, mais en fait, c'est le plan qui montre qui peut signer, participer. Donc, en fait, qui est une personne qui peut participer au processus d'approbation référendaire. Ce plan-là, vous allez pouvoir le consulter là, sur le site de la Ville. C'est vraiment tous les territoires qui sont en gris foncé et en gris pâle sur le plan. Donc, je ne veux pas tout nommer les zones, il y en a plusieurs, mais si vous habitez dans une de ces zones-là, dans le fond, c'est que vous pouvez participer au processus là, référendaire. Et là, j'ai vraiment résumé la procédure, mais si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez contacter le service du greffe de la Ville. Si vous tapez sur le site de la Ville de Laval, le greffe, il va avoir les coordonnées de ça, puis vous allez pouvoir avoir plus d'informations. Puis comme je l'ai dit aussi précédemment, si vous recherchez Assemblée publique de consultation sur le portail de la Ville aussi, ça va vous amener assez rapidement là, sur les documents puis les informations par rapport à la présente demande. Donc voilà, ça met fin à ma présentation. Merci beaucoup pour la présentation. Très bien éclairé. Donc, nous sommes maintenant rendus à l'étape de la consultation publique proprement dit. Nous sommes ici pour vous écouter. Je vous invite, ceux qui sont dans la salle, à prendre place au lutrin. Vous pouvez poser toutes les questions que vous le désirez. Je vous demanderai simplement de le faire en tout respect et aussi de tenir compte des opinions de tout le monde. S'il y a des opinions qui diffèrent, nous sommes ici pour écouter tout le monde et pour avoir le maximum d'intrants possible pour pouvoir prendre la meilleure décision. Donc, le lutrin est à vous. Vous pouvez vous lancer. Bonsoir, madame. Je vais vous demander de vous... oui. Je vais vous demander de vous nommer et de donner votre adresse.
Oui, c'est Marie-Louise Giroir. Bonjour. J'habite au 22A, rue Giguère. Oui. Moi, j'ai un gros souci à propos de l'eau. Le 22A, finalement, c'est la propriété directement au premier. Là, je n'ai pas les numéros au cadastre. Là, je crois que c'est le 18 ou le 20. Le 20 rue. C'est une immense, immense. Pour nous, c'est immense. C'est une grosse cuvette, là. J'ai en référence l'année 2019 où est-ce que l'eau, elle a monté. Nous, il y a un muret qui sépare avec le terrain qui est vacant. Finalement, on peut dire que c'est un terrain vacant. Puis l'eau, elle a monté là, aux 2/3 du muret en 2019. Cette année-là, les 2 autres maisons qui sont encore habitées, ils ont pompé pendant 3 semaines l'eau. Alors, puis quand on regarde les cartes qui ont été émises d'inondation de 2019, on voit que cette cuvette-là, elle fait comme contourner, longer la rue des Patriotes, puis elle va plus loin. Donc, si c'est bâti, l'eau, il y a une partie de l'eau qui va, oui, il y a une partie on dirait de la végétation qui semble être gardée, mais c'est sûr que l'eau va avoir moins de place à aller, puis elle va aller ailleurs. Moi, je suis à peu près sûr qu'elle va aller ailleurs, ou je ne sais pas si ça a été considéré. Mais il y a quelque chose aussi, c'est qu'année après année, quand c'est le printemps, on voit ce terrain-là, des fois, il y a un peu d'eau, 1 pied d'eau, 6 pouces d'eau. OK, c'est comme peut-être pas inondé, mais les gens, les habitants qui sont au 18 puis au 16, ils pompent régulièrement aussi, année après année, parce que les sous-sols, il y a de l'eau qui rentre dans les sous-sols. Donc, en tout cas, moi, j'ai une grosse inquiétude au sujet de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est sûr que même comme cette année, où est-ce que ça a été petit, il n'y a pas eu une grosse dégelée, une grosse crue, là, je ne sais pas comment dire. Mais le terrain, il est venu quand même marécageux, il est venu humide. Nous, étant donné que c'est abandonné, on essaie souvent de tenir ça le plus propre possible, qu'il y ait moins de vidange possible. Puis, c'est ça, c'est sûr, c'est sûr qu'on teste, on teste la texture du sol, puis voilà, hein, c'est pas... Oui. C'est ça, c'est marécageux. On peut dire que c'est marécageux, mais c'est court dans le temps. Étonnamment, ça se passe juste à la crue printanière, alors que comme pendant débit, l'été passé, c'est une zone qui a été épargnée, étonnamment. Alors, mais reste qu'au printemps, à tous les années, j'ai trouvé ça étonnant d'entendre que ça n'avait pas été inondé là, dans la description, mais c'est correct. Là. Moi, je ne suis pas spécialiste de rien, sauf mes yeux. Là. Écoutez, dans ce cas-ci, je ne remettrai pas en question ce que vous avez vu. Moi, de mon côté, c'est que je me suis basé sur des photos qui ont été prises, mais c'est sûr que l'expérience que vous avez vécue est vraiment meilleure que les cartes aériennes qu'on a obtenues. Puis, vous faites bien de nous le dire. Là. C'est sûr que ça va être un intrant par rapport à ça. On a des photos de 2019. Ah, OK. Oui, c'est ça. Si vous pouvez les envoyer à l'adresse qu'on... Oui, sur Oui, c'est ça, exact. Ouais. D'accord. On va les poster. Parfait. Merci. Prochaine personne? Bonjour. Bonjour. Mon nom est Gabrielle. Je suis la propriétaire du 19 rue Giguère, donc d'un triplex. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous faire part des enjeux au niveau du stationnement. C'est une rue qui est très étroite, une rue qui a peu de stationnement, puis vous vous en douterez que l'hiver, même la déneigeuse de la ville a de la misère à passer, à faire bien son travail. D'ailleurs, nos terrains sont à toutes les années, c'est notre gazon, tout ça, avec la gratte du déneigement de la ville, à toutes les fois, il y a une bonne partie, je vous dirais, 1 pied de nos terrains qui est à toutes les fois à recommencer à toutes les années à remettre du gazon, à ressemer, etc. Fait que non seulement, c'est un enjeu de circulation, parce que quand les autos sont stationnées, puis leur arrive pas, là, été comme hiver, le stationnement dans cette rue-là ne fonctionne pas. La rue est trop étroite. Si on rajoute l'hiver avec les bancs de neige, un côté qu'on stationne, parce que là, les gens veulent pas, c'est une rue qui est bidirectionnelle. Donc,
les gens se stationnent tous d'un même côté parce que sinon, on n'est plus capable de passer. Que ce soit le camion d'Amazon ou Puro Letter, on cumule les dégâts sur les autos avec des rétroviseurs brisés, etc. Donc, c'est un beau projet que je trouve qui est proposé. C'est vraiment pas la question du projet. L'enjeu que je trouve, c'est que là, on proposait des maisons unifamiliales. Vous voulez changer pour des triplex. Ça veut dire qu'on rajoute au minimum au moins 3 autos si chaque famille a une auto, puis 3 fois 3 triplex. Donc, déjà, la rue, elle est saturée par les gens qui y habitent. Le manque de stationnement du projet que vous avez démontré, avec 2 seuls stationnements à cause de la grosseur du terrain de la future bâtisse, clairement qu'on va avoir encore plus un problème qu'on en a déjà un. Donc, voilà ce qui est un peu mon enjeu ce soir à vous partager. Puis pour y habiter, je veux dire, j'y habite pas personnellement, mais je veux dire, mes locataires m'en parlent régulièrement, mon frère y habite, donc ça serait vraiment un point à considérer. Là, je sais que vous y habitez pas, mais nous, c'est un enjeu qu'on vit à l'année longue. Ben, nous sommes là justement pour vous écouter. Oui, voilà. Oui, puis je suis allé sur le site, puis c'est vrai que c'est pas une rue qui est très large, puis je peux tout à fait concevoir. Moi, j'y vais en journée, donc il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais je peux tout à fait concevoir que le soir, c'est... à 6 heures le soir, là, pour vrai, c'est ridicule. Même que c'est rendu que quand que je loue mes logements, je leur demande combien de voitures que vous avez. Parce que moi, j'ai 4 stationnements. Et juste pour mon déneigement personnel, il a fallu que je fasse des règlements à mes propres locataires pour que quand le déneigeur passe, ils sortent leur véhicule. Parce que même la gestion de la neige est difficile. C'est rendu que les compagnies de déneigement, il faut que j'aille voir mon déneigeur, puis je le supplie à chaque année de me reprendre comme client. Il n'en veut plus de moi comme client parce que mon entrée est trop étroite, parce qu'il n'y a pas de place pour mettre la neige. Fait que je me ramasse avec un banc de neige devant chez moi qui doit avoir... Honnêtement, ça doit être même pas sécuritaire parce qu'à la fin de l'hiver, tout dépendant du nombre de tombées de centimètres qu'on a, il est quasiment, je vous dirais, à la moitié de la hauteur pour mon premier balcon. Fait que ça reste que la gestion de la neige, la largeur de la rue, le nombre de stationnements, je vous dis, cette rue-là, pour ça, c'est plate, mais c'est l'enfer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On vous a entendu. Merci, madame. Je vais passer une personne en ligne, madame Joanne Gélina. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Allez-y. Sans problème. Alors, j'habite au 5 rue Giguère, c'est-à-dire à l'intersection de Giguère et des Patriotes. Deux questions pour vous. D'une part, oui, effectivement, la rue, c'est vrai qu'elle est étroite. J'habite sur cette rue-là depuis 1998. Donc, j'ai vu arriver les condos des dames du 22 et du 29. C'était des maisons résidentielles auparavant. Est-ce que de mettre soit une rue et de la mettre one-way ou d'élargir la rue, parce que la rue pourrait être élargie, pourrait être une solution. D'autre part, pour ce qui est de la zone inondable, quand on regarde la carte de zonage, l'eau semble rentrer, mais beaucoup plus loin et de par la rivière et l'eau descend vis-à-vis vers le parc, longe la piste cyclable et sort doucement par les maisons que la dame a parlé. Ça fait depuis 98, personnellement, j'ai jamais été inondée. La rue comme telle n'a jamais été inondée. Peut-être que leur sous-sol a été inondé parce qu'elle est beaucoup plus bas. Ma question serait, est-ce que quand les gens vont bâtir, que ça va être surélevé pour justement pouvoir empêcher cette eau-là comme telle? Alors, merci à vous. Merci. C'est bon. Ben, merci pour les questions. Par rapport au sens unique, ça serait intéressant en effet. Je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour pouvoir répondre à ça, malheureusement, parce que ça serait une personne à l'ingénierie qui pourrait nous informer de ça. Par contre, pour la prise de décision de ce projet-là, pour savoir si on va de l'avant ou non,
l'échéancier ne concorderait pas parce que prendre ces décisions-là pour rapport au sens unique, changer d'orientation de circulation, j'ai pas l'impression que ça pourrait se faire à temps, si on veut, là, pour savoir si c'est réalisable ou pas avant l'acceptation du projet, malheureusement. Donc, mais c'est un bon point que vous amenez. Par rapport à la zone inondable, à la construction, bien, c'est sûr que quand on construit dans une zone inondable, puis en fait, c'est vrai, ça répond peut-être à la question de la dame aussi au début, c'est que premièrement, le projet n'a pas de sous-sol, donc c'est des triplex sans sous-sol, et aussi il y a des normes par rapport à ça, là, justement, pour un peu imperméabiliser les fondations pour éviter qu'il y ait d'infiltration d'eau. Donc, c'est sûr que c'est des choses qui sont considérées là, quand le projet est construit. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, vous seriez pour ou contre ce qui vous a été présenté, juste pour... Personnellement, je serais pour, moyennant que le niveau du terrain soit légèrement surélevé ou pas de sous-sol pour empêcher l'eau comme telle. Et si vous aviez la gentillesse de soit mettre la rue d'un sens ou élargir la rue, oui, ça serait encore mieux et ça réglerait le problème des condos. Parfait. Votre conseillère est ici, elle vous écoute et je suis sûr qu'elle prend des notes. Merci, madame. Prochaine personne en salle qui veut intervenir? Bonjour. Je suis 21 rue Giguère. Oui. Je vais juste vérifier une chose avec vous. Là. Vous avez parlé des stationnements. Donc, une des dérogations que vous demandez, c'est au niveau du nombre de stationnements par unité, qui devrait normalement être 1. Est-ce que c'est 1 ou 1.2? En fait, oui, vous me faites penser que j'en ai pas parlé sur un petit aspect de la présentation que j'ai pas fait. Ce qu'on compte faire par rapport à ça, c'est que normalement, quand pour un projet, on veut réduire le nombre de cases par rapport à ce qui est exigé, là, on passe par une exemption de cases de stationnement. Donc ça, c'est comme un peu une étude faite par la Ville. Puis là, on regarde les arguments que le promoteur fait par rapport à ses besoins en stationnement. Nous, on regarde les rues, justement. Est-ce que les rues sont étroites? Est-ce que le stationnement est disponible? C'est quoi les habitudes? Tout ça. Puis on prend une décision après d'accorder ou non cette exemption-là. Donc, c'est ce qui est proposé aussi pour le projet. Donc, c'est un peu particulier comme situation. Là. Je vous avoue que je pense que c'est un des premiers projets qu'on travaille comme ça. Ça veut dire que là, ce soir, si le projet est accepté, le règlement ne sera pas changé, si vous voulez. Ça serait toujours 3 cases qui seraient exigées. Mais pour que le projet puisse se réaliser, il faut absolument qu'il y ait l'exemption parce qu'à cause des fameuses normes provinciales, il ne pourrait pas... Ou en fait, il faudrait qu'il fasse des garages intérieurs ou quelque chose, mais c'est très coûteux là, pour un projet de triplex. Là. Donc, ça prend vraiment une exemption pour pouvoir faire ce projet-là. Et ça viendrait dans un deuxième temps avec une étude. Donc, je me suis peut-être emporté un peu. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si ça... Non, en fait, ma question, c'est de savoir ce que vous demandez, c'est une exemption ou... ça serait comme en deuxième temps, si on veut. Okay. Présentement, le règlement, c'est une case par logement qu'on demande. Parfait. Avant, c'était... je pense qu'avec l'ancienne réglementation aussi, c'était 1. Mais ça a peut-être changé avec le temps. Pendant un certain moment, je pense que vous avez raison, puis c'était 1.2. Là, on l'a réduit à 1 parce que souvent, dans plusieurs cas, c'est que il y avait comme trop de cases de stationnement. Là, donc, voilà. OK. Parce que c'est vraiment un enjeu de notre rue. Le stationnement, c'est vraiment difficile, surtout les journées de ramassage des ordures. Là. Même les bacs à ordures, si vous rajoutez 3 fois 3 de 9, ça veut dire 18 bacs le mercredi, là, ça va être tout un enjeu, ça aussi. Autre question, ce que vous savez, c'est que vous avez parlé tantôt de logements de 5,5, de 4,5. Est-ce qu'il y a quelque part, on peut avoir l'information sur les unités qui sont proposées? Bien, j'ai pas je pense pas qu'on puisse donner les plans, parce que ça, c'est une information que, tu sais, c'est des plans qui sont soumis à des permis. Il faudrait que je m'informe avec parce que je pense que le promoteur, à ce soir, est en ligne là, par Teams. Donc, il faudrait que je regarde. Là, si vous m'envoyez par demande, par courriel, on pourrait regarder ça puis voir si c'est possible. Okay. Je ne veux pas juste m'avancer trop à ce sujet-là. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que selon les plans d'unité, ce que j'ai vu, c'est que c'est que 2 5 par triplex, c'est 2 5,5 puis 1 4,5. OK. Parce que vous comprenez qu'un 5,5, il y a plus de chances d'avoir de voitures qu'un 3,5. D'avoir plus qu'une voiture, je veux dire, que 3,5. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir quel type de logement il va y avoir.
Oui, ben c'est ça, mais c'est vraiment des logements qui sont orientés pour famille, donc c'est ce qu'on peut s'attendre à avoir comme clientèle, en effet. Parfait. Merci. C'est bon, ça fait plaisir. Merci. D'autres personnes en salle qui aimeraient prendre la parole? Après, je vais passer aux gens en ligne. Bonsoir, Lucie Boisvenu au 22A rue Giguère. Alors, je suis pour la densification, mais vraiment, moi, je suis allée voir un petit peu le CDU, je ne connaissais rien dans ça. Je suis allée m'informer sur votre site. Il y a quand même beaucoup d'explications. Mais j'ai extrait des points, entre autres, il me parle de refonte en règle du règlement d'urbanisme suite à beaucoup de consultations d'experts, de citoyens. Vous avez même gagné un prix, ça a l'air. Oui. Mais félicitations. Mais j'ai sorti les règlements de quartier résidentiel et tout ça. Il y avait des principes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, la meilleure gestion de l'eau, conservation du milieu naturel. Au moins, vous faites en sorte, les zones inondables, de conserver ça. Mais le principe 6, c'était permet une densification aux endroits qui sont propices en respectant une volumétrie qui s'intègre au milieu environnant. Alors, je pense que s'ils font le projet de développement, mais en respectant toutes les études qui ont été faites, c'est pas pour rien que vous avez fait une nouvelle réglementation d'urbanisme, je pense que c'est le gros bon sens de respecter ça. C'est mon opinion. Puis aussi, on parle encore du stationnement. Si on rajoute si les places de stationnement, même ces triplex-là, il en manque, puis on calcule 12-15 autos de plus dans la rue. Il y a déjà, nous, on le voit, il y a des camions, des boueurs qui klaxonnent, qui sont obligés de reculer parce que ça passe pas. J'ai déjà vu un véhicule d'urgence qui passait pas. Alors, on parle de sécurité de piétons, de cyclistes, je trouve que ça met en... faut pas attendre qu'il y ait d'accidents ou de trucs comme ça qui arrivent. C'est un peu ça. Puis, on parle des zones inondables et tout ça, mais quand il y a des débits, on a été épargnés. Mais la rue, il y a une bonne pente. Oui. Puis, quand il pleut, il y a beaucoup de choses qui s'égouttent. Puis c'est vraiment... C'est impressionnant dans la rue comment ça déboule, t'sais. Fait que s'il y a encore plus d'asphalte, je ne sais pas ça va être quoi leur principe d'écoulement dans ces plexes-là, mais ça fait vraiment, j'ai peur au surplus d'eau qui s'écoule dans la rue puis que les canaux ils fournissent pas. Parce qu'il y a des fois, avec débit, là, c'était vraiment une rivière dans la rue. Oui. On a été chanceux. Nous, on a une entrée de garage en pente. Ça a fait une petite rigole, on a été correct, mais c'est avec les changements climatiques, là, c'est pas évident. Là. Fait que je pense qu'il faut en tenir compte. Merci, madame. Merci pour les commentaires. Oui, j'ai 3 photos avec les canards en 2019. Merci pour les photos de canards. Madame Dominique Demers? Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette consultation. En fait, je renchéris là, avec les gens qui ont passé avant pour parler, entre autres, des problèmes de stationnement. 100% d'accord avec ce qui s'est dit, entre autres aussi pour les inondations. Moi, j'habite au 11 rue Giguère, donc je suis juste en face du 14 et je peux vous dire que presque à chaque printemps, il y a un tuyau qui sort de la fenêtre du sous-sol de la maison qui est là. Donc, je comprends qu'ils sont probablement inondés là, chaque printemps. Puis effectivement, je peux voir, moi j'habite en haut c'est un condo, 3 unités de condo. Moi j'habite en haut, donc je vois chaque printemps effectivement que ça ressemble plus à un marécage dans le fond là, du 14 rue Giguère. Les camions de vidange aussi, parfois il y en a qui sont obligés de reculer parce qu'il y a trop de voitures. Je renchéris aussi sur, je pense que c'était peut-être un camion de pompiers qui n'a pas été capable de passer dans la rue. C'est arrivé une fois. Moi, j'habite ici depuis 2016.
Donc, j'avais une question aussi. Si j'ai pas très bien compris, donc les 3 unités qui vont être construites vont être comme un peu surélevées, j'imagine, par rapport aux autres. Je rejoins un petit peu ce que la première dame a parlé, Mme Giroir, je pense, en disant, ben, si l'eau s'égoutte plus sur ces terrains-là, l'eau va aller ailleurs. Donc, où cette eau-là va aller? Donc, de ce que je comprends, c'est que tous les terrains vont être un petit peu surélevés et là, la rue va être plus profonde. Donc, effectivement, est-ce que notre rue va devenir une rivière avec le temps? Là, je me pose la question par rapport à ça. C'est bon, mais merci pour les questions puis les commentaires. Là. Je suis revenu sur les plans, puis je voulais juste remontrer à tout le monde aussi un peu comment c'est fait. Là. Donc, c'est sûr que la construction, on la voit ici. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran actuellement, mais il n'y a pas de sous-sol. C'est vraiment construit au niveau du sol. Donc, c'est ça la distinction peut-être entre les unités existantes où on a des sous-sols et le projet qui a été déposé là, avec un projet qui a sans sous-sol, puis qui n'a pas de sous-sol. Et aussi il devra avoir des mesures là, justement pour immuniser là, la fondation qu'on dit là. Et sur les terrains, tout ce qui est en verre, c'est vraiment ça doit rester en verre si on veut, donc doit rester végétalisé, donc ça pour que justement l'eau puisse percoler. C'est pour ça que les normes provinciales ont été faites comme ça là, ici, mais c'est sûr qu'en construisant des bâtiments un peu plus gros, ça peut un peu réduire les surfaces là, perméables, mais ici on voit que c'est quand même réduit par rapport à un projet classique là, où on aurait eu un plus grand stationnement, par exemple. Excellent. Merci. Ça complète? Merci. Quelqu'un à la salle? Excellent. Madame Joanne Gélitan? C'est votre tour. Oui, une simple vérification. Les condos qui sont en face des personnes des 3 bâtisses qui sont proposées ont des stationnements souterrains. Est-ce que les 3 nouvelles bâtisses ne pourraient pas avoir et on ne pourrait pas leur demander d'avoir des stationnements souterrains, des stationnements eux aussi? Ça aiderait au niveau des voitures? Merci pour votre question. En fait, ce qui est particulier ici, c'est que justement, vu qu'on est en zone inondable, le fait de construire un stationnement souterrain, ça pourrait justement faire des infiltrations d'eau dans les garages. Donc, c'est pour ça que le projet a été fait sans garage souterrain ou sans sous-sol. Donc, si on fait des stationnements intérieurs, il faudrait que ce soit au rez-de-chaussée dans des garages. Et là, ça ferait nécessairement des unités très élevées parce que là, il faudrait avoir les garages au rez-de-chaussée, puis les 3 unités sur des niveaux supérieurs, donc ce qui commence à faire des bâtiments d'un certain gabarit. Donc, c'est pour ça que le projet a été fait comme ça. Oui, c'est ça. On s'entend que c'est pas évident là, de trouver une solution là, pour faire du stationnement, là, avoir plus de cases dans ce projet-là. Là. Donc, voilà. Excellent. D'autres personnes qui voulaient intervenir avant qu'on passe au prochain dossier? Oui, vous avez le droit de revenir au micro le nombre de fois que vous voulez. Ah, parfait. Oui, allez-y. Je sais que ça a été mentionné, mais j'aimerais vraiment ça, le pointer, là, la sécurité sur la rue. Il y a une petite école qui n'est pas tellement loin. Les enfants marchent vers cette école-là. Il y a d'autres écoles. Le matin et soir, là, on voit les enfants marcher. La rue est extrêmement achalandée. La visibilité, elle est cachée. Dans la réalisation de ce concept-là, c'est au-delà de juste, y a-t-il de la place pour les autos? Y a-t-il de la place pour éviter les accidents aussi? Peut-être vraiment pointer sur le sujet où est-ce que les personnes qui sont plus fragiles, hein, les enfants, les cyclistes et tout, peut-être, comme ça a été suggéré, de penser à mettre la rue one-way. Je sais que c'est compliqué, puis c'est ça, mais en même temps, il y a un enjeu de sécurité important là, avec
déjà, tout le monde le confirme. Là, la rue est surutilisée. Puis en tout cas, ça serait important d'ajouter ça là, parce que c'est ça, c'est la sécurité des enfants puis des personnes. Souvent, plus l'été même, hein, on voit les personnes plus âgées et tout, là, qui, des fois, avec beaucoup d'autos sur la rue, la visibilité est moins bonne ici. En tout cas, c'est clair. Là. Alors, oui, merci. Bien, merci à vous d'avoir participé. Ouais. Madame Dominique? Peut-être un petit commentaire juste pour renchérir sur une chose que mon collègue Bruno a dit. Indépendamment là, des résultats là, suite à la soirée là, de ce soir et des décisions qui seront prises, là, soyez assurés aussi là, que les commentaires que vous faites par rapport aux problématiques de circulation, nous, on va les transmettre à nos collègues là, au service de l'ingénierie qui sont responsables là, de ces problématiques-là. Merci. Madame Dominique? Oui, merci. En fait, je voulais juste préciser, parce que moi, je suis au 11 rue Giguère et c'est pas des garages souterrains, là, c'est des garages qui sont au niveau du rez-de-chaussée. Donc, au niveau, il y a 3 garages. Nous, dans notre unité, il y a 3 garages. Au rez-de-chaussée, il y a aussi un logement qui est un 3,5. Au premier étage, il y a un 4,5 et moi, j'habite en haut, donc c'est un 5,5. Mais il n'y a pas de garage souterrain, là. C'est vraiment... puis même, je vous dirais, par rapport à la rue, nous, on est surélevé. Mais ce qui est proposé, là, ce qui va être construit, est-ce qu'il y a des garages ou ce sont des places de stationnement extérieures qu'il va y avoir? En fait, parce que je ne sais pas si vous avez le plan en tête là, que j'avais montré tantôt, mais c'est que les terrains sont un peu particuliers. Donc il y en a un qui a en effet 2 garages, mais c'est vraiment, je pense pas vraiment que c'est fait pour ajouter du stationnement. C'est vraiment l'allée avec le garage. Là. On voit ça souvent dans l'unifamilial. C'est juste l'allée vers le garage. Donc, techniquement, il serait possible de mettre des véhicules un derrière l'autre, mais étant donné que c'est des habitations trifamiliales, des fois, c'est pas toujours évident de pouvoir stationner des véhicules un derrière l'autre. Puis pour les 2 autres bâtiments, il n'y aura pas de ces garages-là. En tout cas, c'est pas ce qui a été proposé par le requérant. Est-ce que ce serait possible de le faire? C'est difficile pour moi de vous le dire à l'instant parce que à cause de ces fameuses normes sur les zones inondables qui sont très contraignantes, je ne sais pas si c'est possible de pouvoir agrandir pour faire plus de garages comme ça. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à votre question actuellement. Je comprends par contre votre point pour le stationnement souterrain, là, mais ça risque d'être difficile de le faire dans ce cas-ci à cause de ce fameux régime provincial-là sur les zones inondables. Parfait. Ça complète. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris la parole et merci d'avoir participé à cette rencontre. Donc, nous allons passer maintenant au second dossier. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, pour ma part, c'est un projet, c'est le même type de projet. Un projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble pour déroger à une disposition du règlement de CDU 1 sur le Code de l'urbanisme pour l'utilisation d'un terrain à des fins d'un centre de divertissement intérieur. Donc, on est sur la 440, la voie de desserte nord de l'autoroute Laval-Ouest. Et c'est un terrain qui est dans zone industrielle, donc un terrain avec un bâtiment dessus avec plusieurs locaux commerciaux et industriels. Et donc, c'est le projet, donc on est sur l'autoroute 440. Le projet, c'est d'utiliser un des locaux de ce bâtiment-là pour à des fins de centre de divertissement intérieur. Donc, on voit ici une vue du bâtiment. Donc, une vue du bâtiment. Ce qui est des bâtiments. Donc, c'est vraiment un secteur industriel. Donc, le projet, c'est vraiment de faire un centre de divertissement qui s'appelle B-Fly sur la thématique des papillons. Donc, comme il en existe déjà là, à certains endroits au Québec, donc ça comprend une volière à papillons, une salle de cinéma, boutique thématique, mini-golf thématique, labyrinthe de miroirs et un module de jeu thématique. Donc, c'est vraiment un terrain, pas un terrain, c'est-à-dire un centre de divertissement, c'est vraiment familial, c'est vraiment pour les familles, ça s'adresse aux familles. Ça va occuper une grande partie du bâtiment
dans le bâtiment du 4451 Autoroute Laval. Donc, on voit un plan ici préliminaire qui est soumis pour un peu ce que ça va ressembler à l'intérieur. Donc, c'est vraiment divisé comme ça. La seule disposition à laquelle on va déroger, c'est au niveau de l'usage, puisque c'est une zone industrielle qui permet l'usage industriel et certains usages commerciaux. Les usages récréatifs ne sont pas autorisés et ni non plus par... Il n'y a aucun moyen de les autoriser à moins de faire un changement dans le zonage. Donc, c'est la raison pourquoi on est ici. C'est la seule raison, c'est l'usage qui n'est pas permis. Donc, au niveau planification du territoire, le projet est conforme avec la planification du schéma d'aménagement de la Ville de Laval. Pour l'opportunité, la mise en place d'un centre de divertissement comme ça, qui a un rayonnement, un grand rayonnement, est une belle opportunité pour la vitalité économique et l'attractivité de la ville. Puis comme je mentionnais, le milieu environnant est vraiment composé de locaux et de bâtiments industriels et commerciaux. Il n'y a aucune modification de l'architecture extérieure du bâtiment, donc c'est vraiment un projet qui est 100% à l'intérieur. Et puisque c'est une zone industrielle et commerciale, c'est surtout une zone d'emploi, tandis que le projet de centre de divertissement aura un achalandage qui va être projeté surtout les fins de semaine, les jours fériés, donc complémentaire là, avec les utilisations dominantes du terrain. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes, c'est similaire à ce que mon collègue a présenté. Donc, dans les 15 prochains jours, il y a consultation écrite jusqu'au 9 mai. Vous allez pouvoir transmettre vos commentaires. Ensuite, l'adoption du second projet de résolution sera au cours du mois de mai, probablement autour de la mi-mai 2025. Ensuite, publication du rapport et à la fin mai, début juin, s'il y a demande d'approbation référendaire, il y aura une possibilité de demander une approbation référendaire pour le projet, ce sera à ce moment-là. Et si tout se passe bien, l'adoption et l'entrée en vigueur de la résolution se fera au cours du mois de juin 2025. Pour la consultation écrite, donc pour les 15 prochains jours, vous pouvez vous rendre sur le site web, vous pouvez consulter l'enregistrement de la consultation, donc on enregistre le projet de résolution et les autres documents. Vous pouvez envoyer vos questions, vos commentaires, vos avis à l'adresse qui est indiquée là. Donc en recherchant Assemblée publique de consultation sur le site web de la Ville, c'est le premier résultat. C'est quand même facile à trouver. Pour ce qui est de l'approbation référendaire, donc en résumant très, très sommairement, il est possible de demander une demande d'approbation référendaire, de déposer une demande pour ce qui concerne, et doit seulement viser la disposition justement de permettre l'usage récréatif dans cette zone-là. Donc, ça peut être déposé suivant ça. Le processus peut être assez... donc, il y a 3 étapes principales dans le processus. Donc, on est vraiment dans le résumé ici, là. Déposer la demande de participation à un référendum. S'il y a suffisamment de demandes, il y a une tenue de registre. Et si dans le registre, il y a suffisamment de signatures, là, on se rendra au scrutin référendaire. Et bon, les zones visées, c'est la zone du bâtiment concerné et les zones contiguës. Donc, c'est essentiellement là autour des axes de l'autoroute Laval, Curie-Labelle et de ce secteur industriel là dans ce coin-là, le Louis B. Maillé et Saint-Euséard. Donc, pour la demande d'approbation référendaire, vous pouvez contacter le service du greffe si vous avez des questions plus détaillées, parce que, bon, l'analyse, la présentation que j'ai faite était très, très, très sommaire. Donc, c'est vraiment communiquer avec le service du greffe si vous avez des questions. Et même chose, vous recherchez Assemblée publique de consultation sur le portail de la Ville et vous allez cliquer sur le premier lien qui va vous donner l'ensemble de l'information. C'est pas mal ça. Excellent. Donc, je ne vois pas de demande de parole en ligne. Donc, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette soirée de consultation. Je vous rappelle que pour ceux qui écouteront en rediffusion, vous aurez 15 jours à partir de la date de consultation, de la date de ce soir, pour pouvoir émettre vos opinions et je vous encourage à le faire. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre participation et je vous souhaite une excellente soirée.